J'avais les mains qui tremblaient sur le volant quand j'ai vu la pancarte de cette station-service. 43 ans. 43 ans que je n'étais pas revenue sur cette route. Et pourtant, chaque détail m'est revenu avec une violence que je n'aurais jamais imaginé possible. Les pompes à essence ont changé, les bâtiments ont été repeints, mais l'odeur du bitume chaud mélangée à celle du carburant, cette odeur-là n'a pas changé. Et c'est exactement celle qui imprégnait mes vêtements ce jour-là. Quand j'avais 27 ans et que ma vie s'est arrêtée net sur ce parking poussiéreux, je me souviens de chaque seconde. Le bruit de la portière qui l'a claqué. Le regard qu'il m'a lancé à travers la vitre, ce regard que je connaissais si bien, mélange de mépris et d'indifférence. J'étais debout là, avec mon sac à main serré contre ma poitrine, ma robe à fleurs bleues que j'avais mise pour lui plaire, et mes chaussures qui me faisaient mal aux pieds. Il était 15h22. Je n'oublierai jamais l'heure parce que j'ai fixé l'horloge de la station pendant des heures. Comme si le temps pouvait revenir en arrière, comme si tout cela n'était qu'un cauchemar dont j'allais me réveiller. Il avait dit qu'il s'arrêtait pour faire le plein, une pause rapide, 5 minutes, pas plus. J'étais descendue de la voiture pour me dégourdir les jambes, pour respirer un peu d'air frais après ces 3 heures de route. Nous revenions de chez sa mère. Encore une de ces visites interminables où elle me regardait comme si j'étais une moins que rien. Où elle comparait mes talents de cuisinière à ceux de la sainte qu'était sa première femme, morte dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. J'avais souri, j'avais acquiescé, j'avais avalé toutes les humiliations comme je le faisais depuis notre mariage. 3 ans plus tôt, quand je suis revenue des toilettes, la voiture n'était plus là. J'ai d'abord pensé qu'il l'avait déplacée, qu'il était allé la garer à l'ombre. Mais non, vois, j'ai cherché partout. Le parking était petit, il n'y avait que 4 voitures en tout. La nôtre n'y était plus. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai couru vers la route, j'ai regardé dans les deux directions, rien, il était parti. Mon mari m'avait abandonné sur le bord de l'autoroute comme on abandonne un chien dont on ne veut plus. Au début, je ne voulais pas y croire. Je me suis dit qu'il y avait une erreur, qu'il allait revenir, qu'il était juste allé faire un tour rapide et attendu. 1 heure, 2 heures. Le soleil descendait lentement et la panique montait en moi comme une marée noire. Je n'avais pas d'argent, pas de papier, rien. Tout était dans la voiture. Mon portefeuille, mes papiers d'identité, mes clés de la maison peint, il avait tout pris. Il m'avait laissé là, volontairement, délibérément, sans rien. Le gérant de la station a fini par s'approcher de moi. C'était un homme dans la cinquantaine, avec un ventre proéminent et des yeux gentils. Il m'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide. J'ai éclaté en sanglots. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré devant quelqu'un d'autre que mon reflet dans le miroir. Je lui ai tout raconté. Il m'a fait entrer dans son bureau, m'a donné un verre d'eau, m'a proposé d'appeler la police. Mais la police pour dire quoi? Que mon mari m'avait abandonné? À l'époque, en 1980, ces choses-là ne se prenaient pas au sérieux. On me demanderait ce que j'avais fait pour mériter ça. On me dirait que c'était une dispute conjugale et qu'il fallait régler ça entre nous. J'ai appelé ma sœur. Elle habitait à 200 km de là, mais elle est venue me chercher. Elle a roulé pendant 3 heures sans s'arrêter. Quand elle est arrivée, la nuit était déjà tombée et j'étais recroquevillée sur une chaise en plastique dans le coin du bureau du gérant. Je tremblais de froid et de choc. Ma sœur m'a prise dans ses bras et m'a dit les mots que je n'oublierai jamais. Tu ne retourneras jamais chez cet homme. Plus jamais simple que tu entends. Et je ne l'ai pas fait. Je suis restée chez elle pendant 6 mois, dormant sur son canapé, pleurant toutes les nuits, me demandant ce que j'avais fait de mal, pourquoi je ne méritais pas l'amour, pourquoi ma vie était devenue ce désastre. Il n'a jamais appelé, jamais écrit, jamais essayé de me retrouver. Comme si j'avais cessé d'exister le moment où il avait démarré cette voiture et pris la route sans moi. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Je devais reconstruire ma vie à partir de zéro. Je n'avais pas travaillé depuis notre mariage. Il avait insisté pour que je reste à la maison, pour que je m'occupe de lui, de la maison, de tout ce qui pouvait le rendre heureux lui. J'avais abandonné mes études d'infirmière pour l'épouser. J'avais coupé les ponts avec mes amis parce qu'ils disaient qu'ils me montaient la tête contre lui. J'étais devenue l'ombre de moi-même, une femme vide, creuse, qui n'existait qu'à travers le regard d'un homme qui me méprisait. Ma sœur m'a poussée à reprendre mes études. Elle connaissait quelqu'un qui travaillait dans un hôpital et qui cherchait des aides-soignantes. Ce n'était pas exactement ce que je voulais faire, mais c'était un début. J'ai commencé à travailler de nuit, à m'occuper des patients âgés, à leur tenir la main quand ils avaient peur, à leur parler quand ils se sentaient seuls. Et quelque chose d'étrange s'est produit. En prenant soin des autres, j'ai commencé à prendre soin de moi. En voyant leur souffrance, j'ai réalisé que la mienne n'était pas unique, que nous étions nombreux à porter des cicatrices invisibles, que la vie blessait tout le monde d'une manière ou d'une autre. J'ai fini par reprendre mes études d'infirmière. J'avais 30 ans quand j'ai obtenu mon diplôme. Ma sœur était dans la salle se durlant avec ses 3 enfants et elle pleurait de fierté. Pour la première fois depuis cette journée horrible à la station-service. J'ai senti que je pouvais être fière de moi, que je n'étais pas qu'une femme abandonnée, que j'étais quelqu'un qui avait survécu, qui s'était relevé, qui avait choisi de vivre malgré tout. Les années ont passé. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux, j'ai soigné des milliers de patients. J'ai vu des gens mourir et d'autres guérir miraculeusement. J'ai appris que la vie était fragile et précieuse, que chaque jour était un cadeau qu'on ne méritait pas forcément mais qu'on devait chérir quand même. Je ne me suis jamais remariée, j'ai eu quelques relations,
mais rien de sérieux. La confiance était morte en moi ce jour-là sur ce parking et je n'ai jamais réussi à la faire revivre complètement. J'avais peur d'aimer à nouveau, peur de donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de me détruire comme il l'avait fait. Mais j'ai eu une belle vie malgré tout. J'ai voyagé voir, j'ai vu l'océan. J'ai appris à peindre. J'ai lu des centaines de livres. J'ai cultivé mon jardin. J'ai été une bonne tante pour les enfants de ma sœur, puis pour ses petits-enfants. J'ai construit une vie qui m'appartenait, une vie où personne ne pouvait me dire que je n'étais pas assez bien, que je ne méritais pas d'être heureuse. J'ai pensé à lui parfois, pas souvent, mais parfois. Je me demandais s'il avait refait sa vie, s'il avait eu des enfants, s'il pensait parfois à cette femme qu'il avait abandonnée sur une station-service. Je me demandais s'il avait des remords, s'il regrettait ce qu'il avait fait, ou si j'étais devenue pour lui une anecdote qu'il racontait à ses amis en riant, l'histoire de cette femme dont il s'était débarrassé parce qu'elle l'ennuyait. Probablement la deuxième option. Les hommes comme lui ne ressentent pas de remords. Ils se convainquent qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, que c'était de notre faute, que nous l'avions mérité d'une façon ou d'une autre. Il y a 5 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'avais 60 ans et je venais de prendre ma retraite après 35 ans de carrière comme infirmière. Une journaliste m'a contactée pour faire un reportage sur les soins palliatifs et mon expérience avec les patients en fin de vie. J'avais développé une approche particulière au fil des années. Une façon d'accompagner les mourants qui avait attiré l'attention. Je leur racontais des histoires. Je leur tenais la main. Je leur faisais sentir qu'ils n'étaient pas seuls dans ce passage terrifiant entre la vie et la mort. Le reportage a été diffusé à la télévision nationale. Je ne pensais pas que beaucoup de gens le verraient. C'était un documentaire diffusé tard le soir, le genre d'émission que regardent les insomniaques et les gens qui n'ont rien d'autre à faire. Mais il a eu un succès inattendu. Les gens ont été touchés par mon histoire, par ma façon de parler de la mort sans la craindre, par ma compassion pour ces âmes qui quittaient ce monde. J'ai reçu des centaines de lettres, d'emails, de messages de gens qui me remerciaient, qui me disaient que j'avais changé leur vision de la mort, que j'avais apaisé leur peur. N'hésitez pas à écrire en commentaire de quelle ville vous regardez cette histoire. J'aime savoir que mes mots voyagent loin et touchent des cœurs partout dans le monde. Et si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, des histoires vraies qui parlent de résilience, de dignité et d'espoir, pensez à vous abonner à cette chaîne. Il y a tellement d'autres récits à partager, tellement de leçons que la vie m'a apprises et que je veux transmettre. 3 semaines après la diffusion du documentaire, j'ai reçu un appel étrange. Une femme qui se présentait comme la fille de mon ex-mari. Au début, je n'ai pas compris. Je ne savais même pas qu'il avait eu des enfants. Elle m'a dit qu'elle avait vu le reportage et qu'elle m'avait reconnu d'après des vieilles photos que son père gardait dans une boîte au grenier. Elle voulait me rencontrer. Elle avait des choses à me dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille en banlieue de Paris. Elle s'appelait Mathilde, elle avait 40 ans. Une belle femme brune avec les yeux de son père. Ces yeux que j'avais tant aimés autrefois avant qu'ils ne deviennent froids comme de la pierre. Elle était nerveuse, moi aussi. Elle a commandé un café qu'elle n'a pas bu et elle a commencé à parler. Elle m'a raconté que son père s'était remarié 6 mois après m'avoir abandonné. 6 mois? Tout ce temps, pendant que je reconstruisais ma vie pièce par pièce, lui avait déjà remplacé sa femme comme on remplace un appareil électroménager défectueux. Il avait eu 3 enfants avec cette nouvelle femme. Mathilde est-elle aînée. Elle m'a dit que son père avait été violent, pas physiquement, mais psychologiquement. Il rabaissait sa mère constamment, il critiquait tout ce qu'elle faisait, il la faisait se sentir comme la pire épouse du monde, exactement comme il l'avait fait avec moi. Sa mère était morte il y a 2 ans, cancer du sein. Mathilde était convaincue que le stress et le malheur avaient contribué à sa maladie. Son père vivait maintenant seul dans une grande maison vide, amer et isolé. Ses 3 enfants avaient coupé les ponts avec lui dès qu'ils avaient été assez grands pour comprendre qu'un père n'était pas censé traiter sa famille comme des domestiques indignes de respect. Mais ce qui était le plus troublant dans ce qu'elle me racontait, c'était que son père avait vu le documentaire. Il l'avait regardé par hasard un soir et il m'avait reconnu immédiatement. Et quelque chose en lui s'était brisé. Mathilde utilisait ce mot exactement, brisait, comme si voir ce que j'étais devenue, voir que j'avais survécu et prospéré sans lui, avait fissuré la carapace de suffisance qui s'était construite pendant toutes ces années. Il était devenu obsédé par moi, il regardait le documentaire en boucle. Il avait cherché des articles sur moi, des photos, tout ce qu'il pouvait trouver. Il avait dit à Mathilde qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie en m'abandonnant, que j'étais la seule femme qu'il avait vraiment aimée, que tout aurait été différent s'il m'avait gardée. Mathilde était venue me voir pour me prévenir. Elle avait peur qu'il essaie de me contacter, qu'il essaie de revenir dans ma vie. Et elle voulait que je sache quel genre d'homme il était vraiment devenu. J'ai écouté tout cela avec un mélange de stupéfaction et de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Pas pour moi, pour lui. Il avait passé 40 ans à détruire les gens qu'il aimait et maintenant il se retrouvait seul, hanté par le fantôme d'une femme qu'il avait jetée comme un déchet. Il avait tout eu, plusieurs fois, et il avait tout gâché parce qu'il ne savait pas aimer, parce qu'il ne savait pas voir la valeur des êtres humains qui partageaient sa vie. J'ai remercié Mathilde pour sa franchise. Je lui ai dit que je n'avais aucune intention de revoir son père, qu'il appartenait à un passé que j'avais fermé et verrouillé il y a longtemps. Elle a semblé soulagée. Nous avons parlé encore un peu et j'ai découvert une femme intelligente et sensible qui avait lutté toute sa vie contre l'ombre écrasante d'un père toxique. Nous avons échangé nos numéros et nous sommes revus plusieurs fois après. Elle est devenue une amie. Étrangement, cette fille de l'homme qui m'avait brisée. 2 mois plus tard, il a essayé de me contacter. Une lettre est arrivée chez moi, une longue lettre écrite à la main avec une écriture que je reconnaissais encore après toutes ces années. Il me disait qu'il regrettait tout, qu'il avait été fou, qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Il disait qu'il avait pensé à moi tous les jours, que je lui manquais, que nous pourrions pas nous revoir. Parler, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il disait qu'il était malade maintenant,
que le temps lui manquait, qu'il voulait faire la paix avec son passé avant de mourir. J'ai lu cette lettre une fois, une seule fois, et puis je l'ai brûlée dans mon évier. J'ai regardé le papier se consumer, les mots disparaître dans les flammes, et j'ai senti quelque chose se libérer en moi. C'était finat, vraiment finant. Il ne pouvait plus m'atteindre, il ne pouvait plus me blesser. Il n'était plus qu'un vieil homme pathétique qui réalisait trop tard que les choix ont des conséquences, que les gens qu'on jette ne reviennent pas toujours, que certaines portes une fois fermées ne se rouvrent jamais. Il a continué à essayer. D'autres lettres sont arrivées, des coups de téléphone auxquels je ne répondais pas. Une fois, il s'est présenté à l'hôpital où j'avais travaillé, mais j'étais à la retraite et personne n'a voulu lui donner mon adresse. Mathilde m'a dit qu'il était devenu comme fou, qu'il ne parlait que de moi, qu'il s'était construit dans sa tête une version idéalisée de notre mariage qui n'avait jamais existé. Dans sa mémoire révisée, nous avions été heureux et c'était juste une erreur stupide, un moment d'égarement qui avait tout détruit. Il ne se souvenait pas des humiliations, des fois où il m'avait fait pleurer, des fois où il m'avait traité de bonne à rien, d'idiote, d'incapable, de toutes ces petites cruautés quotidiennes qui avaient érodé mon estime de moi-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il ne se souvenait que de ce qu'il voulait se rappeler, et dans ses souvenirs sélectifs, j'étais la femme parfaite qu'il avait bêtement laissé partir. C'est étrange comment la mémoire fonctionne, comment nous réécrivons nos propres histoires pour nous rendre supportables à nous-mêmes. Il avait besoin de croire qu'il avait perdu quelque chose de précieux, quelqu'un qu'il aimait vraiment, pour donner un sens à son échec. Il ne pouvait pas accepter la vérité simple, qu'il était un homme cruel qui avait fait du mal à toutes les femmes qui avaient eu le malheur de l'aimer, et que s'il se retrouvait seul maintenant, c'était exactement ce qu'il méritait. J'aurais pu répondre à ses lettres. J'aurais pu le rencontrer, l'écouter pleurer et supplier mon pardon. Une partie de moi était curieuse de voir ce qu'il était devenu, de regarder dans les yeux du vieil homme qu'était devenu le jeune homme qui m'avait abandonné. Mais je savais que ce serait une erreur, que rien de bon ne pourrait venir de cette rencontre, qu'il essaierait de me manipuler à nouveau, de me faire sentir coupable, de me convaincre que j'avais un rôle à jouer dans sa rédemption. Et je ne lui devais rien, absolument rien. Ni mon temps, ni mon pardon, ni ma présence. Il avait fait son choix 40 ans plus tôt, il avait choisi de me jeter comme si je n'étais rien. Maintenant c'était mon tour de choisir, et je choisissais de ne rien lui donner. Même pas ma colère, même pas ma haine. Juste l'indifférence totale qu'on accorde aux étrangers qui n'ont aucune importance dans nos vies. Mathilde m'a raconté qu'il se détériorait. Il avait un cancer de la prostate qui s'était généralisé. Les médecins lui donnaient peut-être 1 an. Il passait ses journées assis dans son fauteuil, à regarder des vieilles photos, à ressasser le passé. Ses 2 autres enfants ne venaient jamais le voir. Mathilde y allait par obligation, parce qu'elle était comme ça, incapable d'abandonner complètement quelqu'un même s'il ne le méritait pas. Mais chaque visite la vidait de son énergie. Il ne parlait que de moi, de comment sa vie aurait été différente, de comment tout était de sa faute et il voulait juste me revoir une dernière fois. Je suis pas allée. Même quand Mathilde m'a appelé pour me dire qu'il était à l'hôpital, en phase terminale, et qu'il demandait à me voir. Même quand elle m'a dit qu'il pleurait mon nom, qu'il s'était accroché à l'idée que je viendrais, que je lui pardonnerais avant qu'il ne soit trop tard. Je suis restée chez moi, dans mon jardin, à regarder mes roses fleurir, à écouter les oiseaux chanter, à savourer la paix que j'avais mis tant d'années à construire. Il est mort 3 jours plus tard. Mathilde m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. J'ai remercié poliment et j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Juste cette indifférence paisible qui est pas la plus grande revanche qu'on puisse avoir sur quelqu'un qui nous a fait du mal. Il était mort en attendant quelque chose de moi que je ne lui donnerai jamais, et moi je continuais à vivre, libre et entière. Mathilde m'a dit qu'il n'y avait presque personne à son enterrement. Une dizaine de personnes tout au plus. Des collègues de travail qui se sentaient obligés de venir, quelques voisins. Ses 3 enfants étaient là, mais ils n'ont pas pleuré. Mathilde m'a confié plus tard qu'elle avait ressenti du soulagement quand le cercueil a été descendu dans la terre. Soulagement que c'était fini, que cet homme qui avait empoisonné tant de vie ne pouvait plus faire de mal à personne. Elle a trouvé quelque chose d'intéressant en vidant sa maison, une boîte remplie de coupures de presse sur moi, des articles de journaux locaux parlant de mes innovations dans les soins palliatifs, des photos imprimées d'internet, des copies du documentaire enregistrées sur plusieurs DVD. Il avait construit un hôtel à ma mémoire, une obsession pathologique qui avait consumé ces dernières années. Mathilde a tout jeté. Elle m'a demandé si je voulais quelque chose, n'importe quoi qui m'avait appartenu autrefois. J'ai dit non, je n'avais besoin de rien qui vienne de cette époque de ma vie. Vous savez, j'ai 70 ans maintenant. J'ai vécu une longue vie, une vie pleine de hauts et de bas, de joie et de peine. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, la leçon qui m'a portée à travers les moments les plus difficiles, c'est que nous ne sommes pas définis par ce que les autres nous font. Nous sommes définis par ce que nous choisissons de faire ensuite, par la façon dont nous nous relevons, par notre capacité à guérir, à grandir, à devenir quelque chose de plus fort et de meilleur que ce que la souffrance a essayé de faire de nous. Quand il m'a abandonné sur cette station-service, il pensait probablement qu'il me détruisait, qu'il me laissait avec rien, sans avenir, sans espoir. Mais ce qu'il a vraiment fait, c'est me libérer. Il m'a forcé à trouver ma propre force, à découvrir qui j'étais vraiment sans lui. Il m'a poussé à construire une vie qui m'appartenait complètement, une vie où personne ne pouvait me diminuer ou me contrôler. Les gens me demandent parfois si je lui ai pardonné. C'est une question compliquée. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'on se donne à soi-même. C'est la décision de ne plus porter le poids à de la colère et de l'amertume. De ne plus laisser la personne qui nous a blessés occuper de l'espace dans notre cœur et notre esprit. Dans ce sens, c'est fait oui. Je lui ai pardonné. Pas pour lui, pour moi. Parce que je refusais de gâcher une
minute de plus de ma vie à penser à lui avec rage ou ressentiment. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'il a fait était acceptable? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il méritait mon pardon, ma compassion, ma présence à son chevet quand il mourait? Absolument pas. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire oublier ce qu'il a fait. Ne veut pas dire lui ouvrir à nouveau notre vie et notre cœur. Ne veut pas dire prétendre que tout va bien et que le passé n'a pas d'importance. Pardonner un fit, c'est juste décider de ne plus laisser cette personne avoir du pouvoir sur nous. J'ai travaillé avec tellement de mourants dans ma carrière. J'ai vu tant de gens arriver à la fin de leur vie avec des regrets énormes, avec le poids de toutes les fois où ils ont blessé quelqu'un, où ils ont été cruels, où ils ont choisi leur ego plutôt que l'amour. Et j'ai appris que les regrets ne valent rien s'ils arrivent trop tard, que se sentir désolé au moment de mourir ne répare pas le mal qu'on a fait pendant qu'on vivait, que les excuses et les larmes sur un lit de mort sont souvent juste une dernière tentative de se sentir mieux Zoïm avant de partir, pas un vrai désir de réparer ce qui a été cassé. Il voulait que je vienne lui pardonner parce que ça aurait allégé sa conscience, parce que ça lui aurait permis de mourir en paix, en se disant qu'il n'était pas si mauvais que ça finalement, que la femme qu'il avait abandonnée 40 ans plus tôt avait trouvé en elle assez de générosité pour lui accorder son pardon. Mais sa paix d'esprit n'était pas ma responsabilité. Il avait eu 40 ans pour chercher son pardon, 40 ans pour essayer de réparer ce qu'il avait cassé. Il avait choisi de n'en rien faire jusqu'à ce qu'il me voie à la télévision, jusqu'à ce qu'il réalise que j'avais réussi ma vie sans lui. Et même alors, son intérêt n'était pas pour moi, pour mon bien-être, pour ce que j'avais traversé. C'était pour lui, pour son propre confort émotionnel. Il y a quelques mois, j'ai reçu un colis de Mathilde. À l'intérieur, il y avait une lettre et un petit objet enveloppé dans du papier de soie. La lettre expliquait qu'en faisant le tri final dans les affaires de son père, elle avait trouvé quelque chose qui m'appartenait. C'était ma bague de fiançailles, celle qu'il m'avait donnée quand il m'avait demandé en mariage, il y a presque 50 ans. Une simple bague en or avec un petit diamant, rien d'extraordinaire. Mais à l'époque, j'avais pensé que c'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. Je l'avais laissée dans la voiture ce jour-là à la station-service. Elle était dans mon sac à main que j'avais posé sur le siège arrière. Il l'avait gardée tout ce temps. Pendant 40 ans, il avait gardé cette bague dans sa maison, cachée quelque part où personne ne pouvait la trouver. Je me suis demandé pourquoi. Était-ce un trophée? Un souvenir de son pouvoir sur moi? Ou est-ce qu'une partie de lui, même alors, savait qu'il faisait une erreur terrible? J'ai tenu cette bague dans ma main pendant longtemps. Je me suis souvenu de la fille que j'étais quand je l'avais reçue. Jeune de naïve, pleine d'espoir et de rêves sur ce que serait notre vie ensemble. Je pensais que l'amour suffisait, que si je l'aimais assez fort, assez bien, il m'aimerait en retour et nous serions heureux. Je ne comprenais pas encore que l'amour ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer, que donner tout de soi à quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas donner en retour ne mène qu'à la destruction. J'ai gardé la bague, pas par nostalgie ou par attachement sentimental, mais comme un rappel. Un rappel du chemin que j'ai parcouru, de la femme que j'étais et de la femme que je suis devenue. De toutes les versions de moi-même que j'ai traversées pour arriver ici. Maintenant, dans ce moment où je peux regarder cette bague et ne ressentir ni douleur ni regret, juste une reconnaissance calme de tout ce que j'ai survécu. Mes journées maintenant sont paisibles. Je me lève tôt, je fais du café, je m'assois dans mon jardin et je regarde le soleil se lever. J'ai mes routines, mes petits plaisirs. Je lise beaucoup, pourtant je peins encore. Je vois Mathilde et ses enfants régulièrement, ils sont devenus une sorte de famille pour moi. J'ai des amis, des gens que j'ai rencontrés au fil des années et qui m'apprécient pour ce que je suis. Je fais du bénévolat dans un hospice 2 fois par semaine, parce que même à la retraite, je ne peux pas m'empêcher de vouloir aider ceux qui souffrent, ceux qui ont peur, ceux qui ont besoin d'une main à tenir dans l'obscurité. La vie m'a appris quelque chose de fondamental, nous avons tout beaucoup plus de force que nous le croyons. Quand nous sommes au fond du gouffre, quand nous pensons que nous ne pourrons jamais nous relever, quand tout semble perdu et sans espoir, il y a quelque chose en nous qui refuse d'abandonner. Une petite flamme qui continue de brûler même dans la nuit la plus noire. Mon travail avec les mourants m'a montré ça encore et encore. Les gens qui survivent à des tragédies inimaginables, les femmes qui se reconstruisent après des années de violence, les hommes qui apprennent à aimer après avoir grandi sans affection. Nous sommes des créatures remarquablement résilientes quand nous le décidons, mais cette résilience a un prix. Elle demande du courage, elle demande de faire des choix difficiles, de couper des ponts, de dire non aux gens qui nous veulent du mal même quand ils prétendent nous aimer. Elle demande de regarder en face nos propres peurs et nos propres faiblesses. Elle demande d'accepter que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, qu'elles laissent des cicatrices que nous porterons jusqu'à notre dernier souffle. Mais ces cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des preuves que nous avons combattues, que nous avons survécu, que nous sommes toujours debout malgré tout ce qui a essayé de nous faire tomber. J'ai parlé avec tellement de femmes au fil des années qui ont vécu des situations similaires à la mienne. Pas toujours abandonnées sur une station-service, mais abandonnées quand même. Trahies, humiliées, diminuées par des hommes qui étaient censés les aimer. Et la question que je leur pose toujours c'est « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Parce que c'est ça la seule question qui compte. Pas pourquoi il a fait ça, pas comment tu aurais pu l'empêcher, pas si tu mérites d'être traité comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, dans ce moment présent, avec la vie qui te reste? Certaines choisissent de rester. Elles trouvent des raisons, des excuses, des justifications. Elles se disent que ça va s'améliorer, que c'était juste un mauvais moment, qu'au fond ils les aiment vraiment. Elles ont peur de partir, peur d'être seules, peur de ne pas pouvoir survivre sans lui. Et je ne les juge pas, Gay était cette femme. Je comprends cette peur. Je sais à quel point il est difficile de quitter quelqu'un même quand il vous détruit,
Parce que le connu, aussi horrible soit-il, semble toujours moins effrayant que l'inconnu. Mais d'autres choisissent de partir. Elles ramassent les morceaux de ce qui reste des hersemins et elles reconstruisent. Ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile. Il y a des nuits où elles pleurent jusqu'à l'épuisement. Des jours où elles se demandent si elles ont fait le bon choix. Des moments où la solitude pèse si lourd qu'elles pensent retourner en arrière. Mais elles tiennent bon, elles avancent. Un jour à la fois, une heure à la fois si nécessaire. Et lentement, très lentement, elles découvrent qu'elles sont capables de choses qu'elles n'auraient jamais imaginées. Qu'elles peuvent être heureuses seules, qu'elles peuvent se suffire à elles-mêmes, qu'elles n'ont pas besoin de quelqu'un pour valider leur existence. Je pense souvent à cette version de moi-même debout sur ce parking il y a 43 ans. Si je pouvais lui parler maintenant, si je pouvais lui dire ce que je sais, que lui dirais-je? Je lui dirais que oui, ça va faire mal, que les prochaines années vont être difficiles, qu'il y aura des moments où elle voudra abandonner, où elle se demandera si la vie vaut la peine d'être vécue. Mais je lui dirais aussi qu'elle va survivre, qu'elle va devenir quelqu'un d'extraordinaire, qu'elle va aider des milliers de gens, qu'elle va toucher des vies, qu'elle va faire une différence dans ce monde. Je lui dirais de tenir bon, de ne jamais retourner en arrière, de continuer à avancer même quand chaque pas semble impossible. Et je lui dirais surtout ce saint, il ne définit pas ta valeur, ce qu'il pense de toi, ce qu'il dit de toi, ce qu'il te fait, rien de tout cela ne détermine qui tu es vraiment. Tu es tellement plus que ce qu'il peut voir. Tu as en toi une force, une lumière, une capacité d'aimer et de créer que personne ne peut t'enlever. Il peut t'abandonner, mais il ne peut pas détruire ton essence. Tu es toujours toi, complète et entière, avec ou sans lui. Les années m'ont aussi appris que la vengeance la plus douce n'est pas de faire souffrir ceux qui nous ont blessés, c'est de vivre bien. C'est de construire une vie si belle, si pleine, si satisfaisante qu'ils deviennent complètement insignifiants. Quand il m'a vu à la télévision, quand il a réalisé que j'avais réussi, que j'étais respectée et admirée, que j'avais trouvé ma place dans ce monde, ça l'a détruit plus sûrement que n'importe quelle cruauté que j'aurais pu lui infliger. Sa punition n'a pas été quelque chose que je lui ai fait. C'était de vivre avec la conscience de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il avait jeté, de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait été capable d'aimer vraiment. Et la vérité, c'est que même cette punition n'était pas vraiment une punition. C'était juste la conséquence naturelle de ses choix. Nous récoltons tout ce que nous semons. Si nous semons la cruauté, nous récoltons la solitude. Si nous semons l'indifférence, nous récoltons l'abandon. Si nous semons le mépris, nous récoltons l'isolement. Il n'y a pas de tribunal cosmique qui décide de nos destins. Il y a juste la logique implacable de cause à effet. Traite les gens comme s'ils ne valaient rien et tu finiras entouré de rien. Traite-les avec respect et amour et tu récolteras le respect et l'amour en retour. Je regarde mes mains maintenant, ces mains qui ont soigné tant de malades, qui ont tenu tant de mains tremblantes, qui ont fermé tant de paupières sur des yeux qui ne verront plus jamais la lumière. Ce sont de vieilles mains, ridées et tachées par le temps, mais elles sont belles à leur façon parce qu'elles ont servi. Elles ont fait le bien, elles ont apporté du réconfort. Elles portent les traces d'une vie bien vécue, d'une vie qui avait un sens et un but. Mes parents sont morts tous les deux maintenant. Ma mère il y a 15 ans, mon père il y a 8 ans. Ils ont vécu assez longtemps pour voir ce que j'étais devenue, pour être fiers de moi. Mais ils ont aussi porté la culpabilité de m'avoir poussé à épouser cet homme. À l'époque, il semblait être un bon parti. Un homme avec un travail stable, une maison, des perspectives d'avenir. Il ne voyait que la surface. Il ne voyait pas la cruauté qui se cachait dessous. Ou peut-être qu'il la voyait mais qu'il pensait que c'était normal. Que tous les hommes étaient comme ça, que les femmes devaient juste apprendre à vivre avec. J'ai pardonné à mes parents aussi. Ils faisaient de leur mieux avec les outils qu'ils avaient. Ils avaient grandi dans une époque différente, avec des valeurs différentes. Pour eux, la sécurité financière était plus importante que le bonheur émotionnel. Une femme devait se marier et rester mariée, peu importe ce que ça lui coûtait. Le divorce était une honte, un échec. Mieux valait souffrir en silence que d'admettre qu'on avait fait le mauvais choix. Je ne peux pas leur en vouloir d'avoir pensé comme ça. C'était ce qu'on leur avait appris, ce que toute la société leur répétait. Mais je suis contente que le monde ait changé, que les jeunes femmes aujourd'hui ont plus d'options, plus de liberté, plus de soutien quand elles décident de quitter des situations toxiques. Ce n'est pas parfait, loin de là. Il y a encore tant de femmes qui souffrent, qui sont piégèches, qui ont peur. Mais au moins maintenant on en parle. On reconnaît que la violence psychologique existe, qu'elle fait autant de dégâts que la violence physique. On comprend que personne ne mérite d'être traité sans respect, peu importe les circonstances. Mathilde m'a raconté quelque chose d'intéressant il y a quelques semaines. Elle est allée en thérapie pendant des années pour traiter les traumatismes de son enfance avec son père. Et son thérapeute lui a dit quelque chose qui l'a frappée. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer notre relation avec le passé. Nous pouvons choisir de ne plus laisser ce qui s'est passé il y a 10, 20, 40 ans contrôler nos vies aujourd'hui. Nous pouvons regarder nos blessures avec compassion plutôt qu'avec honte. Nous pouvons voir nos cicatrices comme des preuves de notre survie plutôt que comme des marques de notre échec. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai changé ma relation avec cette journée terrible à la station-service. Pendant longtemps, c'était la pire chose qui me soit jamais arrivée. La preuve que je n'étais pas digne d'amour, que quelque chose en moi était fondamentalement cassé ou inadéquat. Mais maintenant, je la vois différemment. C'était le jour où ma vraie vie a commencé. Le jour où j'ai cessé d'être l'ombre de quelqu'un d'autre et où j'ai commencé à devenir moi-même. Oui, c'était horrible. Oui, c'était traumatisant. Mais c'était aussi libérateur d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer sur le moment. Il ne m'avait pas abandonnée, je serais probablement restée avec lui jusqu'à la fin. J'aurais enduré des décennies de mépris et d'humiliation parce que j'avais été élevée à croire que c'était mon devoir, que c'était ce que faisaient les bonnes épouses. Je ne serais jamais devenue infirmière. Je n'aurais jamais aidé tous ces gens. Je n'aurais jamais découvert ma propre force.
Je serais morte en n'ayant jamais vraiment vécu, juste survécu dans une prison de mon propre choix. Alors d'une certaine façon tordue, il m'a rendu service. Pas intentionnellement, bien sûr. Il voulait juste se débarrasser de moi. Mais le résultat final a été que je me suis débarrassée de lui et de tout ce qu'il représentait. Les gens me demandent parfois si je crois au destin. Si je pense que tout arrive pour une raison, je ne sais pas. Je pense que des choses horribles arrivent aux gens tout le temps sans raison particulière, juste le hasard cruel de la vie. Mais je pense aussi que nous avons le pouvoir de donner un sens à ce qui nous arrive, de prendre même les expériences les plus terribles et d'en extraire quelque chose de précieux, une leçon, une force, une compréhension plus profonde d'Ousmane et des autres. Mon abandon m'a appris l'empathie. Quand j'étais avec les mourants, quand je tenais la main d'un vieil homme qui n'avait personne d'autre au monde, je comprenais sa solitude d'une façon que je n'aurais jamais pu comprendre si je n'avais pas à moi-même été abandonnée. Quand je parlais avec une femme qui se sentait comme un échec, je pouvais lui dire avec une conviction totale que sa valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient d'elle, parce que j'avais dû apprendre cette leçon moi-même de la façon la plus dure possible. La souffrance, quand nous ne la laissons pas nous détruire, peut nous rendre plus humains, plus compréhensifs, plus patients avec les imperfections des autres parce que nous connaissons intimement nos propres imperfections. Elle peut nous donner une sagesse que ceux qui ont vécu des vies protégées et privilégiées n'auront jamais. Ce n'est pas que je souhaiterais ma souffrance à quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas non plus dire que je la regrette complètement parce qu'elle a fait de moi la personne que je suis. Il y a une patiente dont je me souviendrai toujours. Elle s'appelait Marguerite et elle avait 85 ans quand je me suis occupée d'elle. Elle mourait d'un cancer du pancréas et elle n'avait plus que quelques semaines à vivre. Elle me racontait son histoire par bribes. Entre les doses de morphine qui atténuaient sa douleur, elle avait été mariée pendant 60 ans à un homme qu'elle n'avait jamais vraiment aimé. Un mariage arrangé par les familles, comme c'était courant à son époque. Il n'avait jamais été cruel avec elle, jamais violent, jamais infidèle. Mais il n'y avait pas eu d'amour non plus, pas de passion, pas de cette étincelle qui fait que deux personnes veulent partager leur vie ensemble. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit que j'ai vécu Corvincané et je n'ai jamais vraiment vécu j'existais. J'ai accompli mes devoirs, j'ai élevé mes enfants, mais je n'ai jamais fait ce que je voulais faire. Je n'ai jamais été qui je voulais être. Et maintenant, il est trop tard. Elle pleurait en disant ça, de grosses larmes qui coulaient sur ses joues creusées par la maladie. Ne fais jamais ça, m'a-t-elle dit. Ne laisse jamais personne t'empêcher de vivre ta vie, même si ça fait peur, même si c'est difficile. Parce que le regret de ne pas avoir essayé est pire que n'importe quel échec. Je pense à Marguerite chaque fois que je doute de moi-même, chaque fois que j'ai peur de prendre un risque ou de faire quelque chose de nouveau. Elle est morte dans mon service 3 semaines après cette conversation, et j'étais là pour tenir sa main dans ces derniers moments. Elle est partie paisiblement, mais avec cette tristesse dans les yeux de quelqu'un qui sait qu'elle n'a pas vécu pleinement. Je me suis juré ce jour-là que je ne mourrais jamais comme ça, que quand mon heure viendrait, je partirais en sachant que j'avais vécu, vraiment vécu, de toutes mes forces et avec tout mon cœur. C'est pour ça que je n'ai pas de regrets. Oui, il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, des choix que j'aurais pu faire autrement, mais j'ai vécu selon mes propres termes. J'ai fait ce qui me semblait juste. J'ai suivi mon cœur et ma conscience. Et quand je mourrai, je partirai en sachant que ma vie a eu un sens, qu'elle a compté pour quelque chose, que j'ai laissé le monde un tout petit peu meilleur que je ne l'ai trouvé. Les enfants de Mathilde m'appellent Grandmère maintenant. Ce n'est pas officiel. Bien sûr, je ne suis pas leur vraie grand-mère. Mais les liens du cœur sont parfois plus forts que les liens du sang. Ces enfants m'ont donné quelque chose que je n'ai jamais eu, une famille qui me choisit, qui veut de moi dans leur vie non pas par obligation mais par affection. Ils viennent me voir régulièrement. Ils me racontent leurs problèmes d'école, leurs rêves, leurs peurs. Et moi, je les écoute avec toute l'attention et l'amour que j'aurais donné à mes propres enfants si j'en avais eu. Parfois, je me demande comment aurait été ma vie si j'avais eu des enfants. Si les choses avaient été différentes avec lui, si notre mariage avait fonctionné. Aurais-je été une bonne mère ? J'ai ma pensée que oui, j'avais tant d'amour à donner. Mais peut-être que les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Peut-être que mon rôle dans ce monde n'était pas d'élever mes propres enfants, mais d'aider des centaines de patients à traverser la partie la plus difficile de leur existence. Peut-être que chacun de nous a une mission, un but, et que parfois les détours apparents sont en fait le chemin direct vers ce que nous sommes censés accomplir. Je ne crois pas vraiment à ces théories métaphysiques. Vous comprenez, je suis une femme pratique. J'ai passé ma vie à gérer des réalités concrètes, la douleur, la maladie, la mort. Mais il y a des moments où je me demande quand même, des moments où tout semble connecté d'une façon mystérieuse, où je vois comment un événement terrible d'il y a 40 ans a mené à une chaîne d'autres. Événements qui ont changé non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Si je n'avais pas été abandonnée, je n'aurais pas été infirmière. Si je n'avais pas été infirmière, je n'aurais pas développé mon approche particulière des soins palliatifs. Si je n'avais pas fait ça, ce documentaire n'aurait jamais été réalisé. Et si ce documentaire n'avait jamais été fait, Mathilde ne m'aurait jamais retrouvée et je n'aurais pas cette belle famille élargie que j'ai maintenant. La vie est étrange comme ça, pleine de coïncidences et de connexions qu'on ne peut comprendre qu'en regardant en arrière. Sur le moment, quand on est au milieu de la tempête, tout semble chaotique et sans sens. Mais avec le temps et la distance, on commence à voir les motifs. Les fils qui tissent ensemble tous ces événements apparemment aléatoires rend quelque chose qui ressemble presque à une histoire avec un début, un milieu et une fin. Je me demande parfois ce qu'il a ressenti dans ces derniers jours. Est-ce qu'il avait vraiment des regrets ou est-ce qu'il voulait juste se sentir mieux face à la mort qui approchait? Est-ce qu'il comprenait vraiment ce qu'il m'avait fait ou est-ce qu'il romantisait le passé? Transformant une relation toxique en amour perdu dans sa mémoire défaillante,
Je ne le saurai jamais. Et honnêtement, ça n'a plus d'importance. Ses pensées, ses sentiments, ses regrets ou leur absence, tout cela est mort avec lui. Ils n'ont plus de prise sur moi. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, c'est une vie bien vécue, des gens qui m'aiment, des souvenirs précieux, un héritage de compassion et de service. Et cette paix intérieure qui vient de savoir qu'on a fait de son mieux, qu'on a survécu à ce qui aurait pu nous détruire, qu'on a transformé la douleur en quelque chose de beau et d'utile. Mon jardin est en pleine floraison en ce moment. Les roses que j'ai plantées il y a 10 ans sont magnifiques, pleines et parfumées. Les oiseaux construisent leur nid dans les arbres. Les abeilles bourdonnent de fleur en fleur. C'est un petit paradis que j'ai créé de mes propres mains, un espace de beauté et de tranquillité où je peux me retirer du monde quand j'en ai besoin. Chaque plante, chaque pierre, chaque élément de ce jardin a été choisi et placé par moi. C'est ma création, mon œuvre d'art vivante. Et c'est exactement ce qu'est devenue ma vie, une création délibérée. Quelque chose que j'ai construite avec intention et soin après que tout a été détruit. Il y a 43 ans, je n'avais rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de carrière, pas de confiance en moi. J'étais une coquille vide abandonnée sur un parking. Aujourd'hui, je suis une femme entière, je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Je n'ai besoin de personne pour me dire que ma vie a un sens. Quand je mourrai, et ce jour viendra probablement plus tôt que tard maintenant que j'ai 70 ans. Je veux que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un qui a transformé sa souffrance en service. Quelqu'un qui a refusé d'être défini par la pire chose qui lui soit arrivée. Quelqu'un qui a choisi la lumière même quand l'obscurité semblait insurmontable. Je ne veux pas être une victime dans la mémoire des gens. Je veux être une survivante, une combattante, une femme qui a pris un coup terrible et qui s'est relevée plus forte. Vous savez ce qui est ironique? Le documentaire qui a tout déclenché, celui qui l'a vu et qui l'a rendu obsédé, ne mentionnait même pas mon mariage ou mon abandon. C'était entièrement focalisé sur mon travail avec les mourants. Mais à un moment donné, la journaliste m'a demandé d'où venait ma compassion, pourquoi j'avais choisi ce domaine particulier, et j'ai dit quelque chose comme à Rovia j'ai connu la solitude et l'abandon. Je sais ce que c'est de se sentir invisible et sans valeur. Je ne veux que personne d'autre ne ressente ça, surtout pas dans leurs derniers moments. C'était tout une phrase. Mais apparemment, cette phrase a su faire, il a compris. Il a su que je parlais de lui, de ce qu'il m'avait fait. Et cette reconnaissance l'a brisé, parce qu'il pouvait se mentir à l'eau et mime sur beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas nier l'impact qu'il avait eu sur ma vie. Il ne pouvait pas prétendre que ce qu'il avait fait n'avait pas d'importance. Cette phrase prouvait que ça avait compté, que ça m'avait marqué profondément, même si j'avais réussi à transformer cette marque en quelque chose de positif. M'a-t-il dit que c'est ça qui l'a vraiment détruit? Pas le fait que j'avais réussi, mais le fait que ma réussite était directement liée à sa cruauté, que je ne serais pas devenue la personne que j'étais s'il m'avait pas fait ce qu'il m'avait fait. Il voulait croire qu'il était insignifiant dans ma vie, qu'il n'avait laissé aucune trace. Mais la vérité était qu'il avait façonné ma vie entière, juste pas de la façon qu'il aurait voulu. Il n'était pas l'homme qui m'avait rendue heureuse. Il était l'homme qui m'avait appris à trouver le bonheur malgré la souffrance. Il y a une certaine poésie là-dedans, je suppose. Une justice cosmique. Il voulait me détruire et au lieu de ça, il m'a forcé à devenir extraordinaire. Il voulait que je disparaisse et au lieu de ça, j'ai fini sur la télévision nationale, admirée et respectée. Il voulait m'oublier et au lieu de ça, il a passé ses dernières années hantées par mon souvenir. Le chasseur est devenu le chassé. Le bourreau est devenu la victime de sa propre cruauté. Mais je ne tire aucune satisfaction de sa souffrance. C'est peut-être difficile à comprendre. Les gens pensent que je devrais être heureuse qu'il ait souffert, que c'est une forme de justice. Mais la vérité, c'est que sa souffrance ne m'a rien donné. Elle n'a pas effacé ma douleur. Elle n'a pas changé le passé. Elle était juste à inutiliser une autre vie gâchée, une autre personne détruite par ses propres démons. Si quoi que ce soit, elle m'a rendu triste qu'un être humain puisse vivre à soi que c'en est arrivé à la fin en n'ayant rien appris, en n'ayant jamais grandi, en n'ayant jamais compris comment aimer ou être aimé. Voilà peut-être la plus grande différence entre nous. Moi, j'ai appris, j'ai grandi. J'ai changé. La femme que je suis maintenant n'est pas la même que celle qui l'a abandonnée. Je suis plus forte, plus sage, plus compatissante. Lui, d'après ce que Mathilde m'a raconté, est resté exactement le même. Il a répété les mêmes schémas destructeurs avec sa deuxième femme, avec ses enfants. Il n'a jamais regardé en lui-même pour comprendre pourquoi toutes ses relations échouaient. Il a juste blâmé les autres, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne à blâmer que lui-même. C'est ça la vraie tragédie de sa vie. Pas qu'il soit mort seul. Pas qu'il ait perdu tout le monde qu'il aimait, mais qu'il n'ait jamais saisi l'opportunité de devenir quelqu'un de meilleur. Qu'il ait gâché toutes les chances qu'il a eues de grandir, de changer et de se racheter. Nous avons tous des défauts. Nous faisons tous des erreurs. Nous blessons tous les gens que nous aimons de temps en temps. Mais la différence entre une vie bien vécue et une vie gâchée, c'est ce que nous faisons avec ces erreurs. Est-ce que nous apprenons? Est-ce que nous changeons? Est-ce que nous essayons de faire mieux? Ou est-ce que nous nous enfonçons plus profondément dans nos mauvaises habitudes, justifiant et rationalisant jusqu'à ce que nous soyons tellement perdus que nous ne pouvons même plus voir la lumière? Le soleil se couche maintenant, de ma fenêtre. Je peux voir le ciel qui vire à l'orange et au rose, ces couleurs magnifiques qui précèdent toujours la nuit. C'est un spectacle que je ne me lasse jamais de contempler. Chaque coucher de soleil est unique, même si le mécanisme est toujours le même. C'est comme nos vies, en un sens.
Nous passons tout par les mêmes grandes étapes, la naissance, la croissance, la maturité, le déclin, la mort. Mais chacun de nous les vit d'une façon unique, colorée par nos choix, nos expériences en nos relations. Je repense à cette journée à la station-service. Si je pouvais retourner en arrière, est-ce que je changerais quelque chose? Est-ce que je ferais un choix différent qui m'éviterait cette douleur? Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi voudrait épargner à cette jeune femme la souffrance qui l'attendait. Mais l'autre partie, c'est que cette souffrance l'a façonnée, l'a transformée en la femme que je suis devenue. Si je change ce moment, je change tout, et tout ce que j'ai accompli, toutes les vies que j'ai touchées, tout l'amour que j'ai reçu et donné depuis, tout cela disparaîtrait aussi. Alors peut-être que je ne changerais rien. Peut-être que j'accepterais cette douleur à nouveau, sachant ce qui en sortirait. Ou peut-être que c'est juste ma façon de donner un sens à quelque chose qui n'en avait pas au départ. Peut-être que je me mens à moi-même quand je dis que c'était nécessaire, que c'était pour le mieux. Peut-être que c'était juste une chose horrible qui arrivait à une personne, innocente, et que j'ai eu la chance et la force de m'en remettre. Je ne connais pas la réponse. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse. Ce que je sais, c'est que je suis en paix. Vraiment en paix pour la première fois de ma vie peut-être. Je n'ai plus de comptes à régler, plus de fantômes à affronter, plus de blessures ouvertes qui saignent en secret. J'ai fait mon deuil de la vie que j'aurais pu avoir, de la femme que j'aurais pu être. J'ai accepté la vie que j'ai eue, la femme que je suis devenue. Et je peux dire honnêtement que je suis fière de cette femme. Elle a survécu, elle a prospéré, elle a aimé être aimée, elle a fait une différence. Que peut-on demander d'eux?